681e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Vous avez peut-être vu que depuis quelques heures maintenant, le ministre du Travail et surtout son collègue, le ministre de l'Intérieur, s'aventurent sur le terrain des futures lois prévues pour le début de l'année prochaine concernant la politique migratoire de la France. Et la première proposition qu'ils font, c'est la régularisation des clandestins qui actuellement occupent un emploi dans des secteurs dits sous tension. On pense aux travaux publics, on peut penser à la restauration et ainsi de suite, bref, tous les domaines où il manque 300 000 à peu près personnes au travail en France aujourd'hui. Dans la situation en question, les clandestins en situation irrégulière occupent ces emplois et donc travaillent au noir pour des employeurs qui les emploient au noir. Qu'est-ce que vous pensez de cette perspective ? Je trouve ça tout à fait déplorable. En l'occurrence, je pense que le recours aux travailleurs étrangers, qu'ils soient clandestins ou légaux, est regrettable et qu'il y a une autre méthode qui c'est économiquement plus juste et politiquement moins dangereuse, c'est d'augmenter les salaires, comme l'avait proposé d'ailleurs le Front National en son temps, n'est-ce pas ? Dès les années 70, vous aviez fait observer à l'époque d'ailleurs que c'était la politique du président Pompidou, c'était pas hier, répondant à une demande du patronat français, pesant à la baisse sur le travail manuel en particulier des Français grâce à la population immigrée qui pouvait venir. Et puis ensuite, sous Giscard, il y a eu le regroupement familial et là, les choses se sont emballées sous forme de filière principale d'immigration. Nous avons toujours critiqué et condamné le recours à l'immigration comme variable économique, en quelque sorte. Et il y a, à mon avis, un système qui est beaucoup plus juste, qui est l'augmentation des salaires, qui d'ailleurs, très souvent, dans ces secteurs-là, sont très bas, ce qui explique d'ailleurs, justifie la situation économique du personnel. Est-ce que vous pensez que ça peut devenir une nouvelle filière d'immigration ? Évidemment. Si toutefois, cette mesure était adoptée. Évidemment, mais je dirais que ça n'est pas tout à fait innocent. Il semble qu'il y ait dans certains milieux des gens qui ne se contentent pas d'accepter, de subir l'arrivée d'étrangers, mais qui au contraire le souhaitent, et souhaitent une espèce de melting pot qui consiste à diminuer la francité, en quelque sorte, de la France, de façon à la rendre plus vulnérable. Alors, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a utilisé une formule qui est qualifiée d'infantilisante. Il dit qu'il a l'intention, et l'intention de son gouvernement, d'être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, s'agissant de la conduite des travailleurs immigrés en France, selon qu'ils posent problème ou qui, au contraire, jouent complètement le jeu de la vie économique, de la vie sociale. Gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Ça vous paraît suffisant pour cadrer une politique migratoire ? Non, il me semble qu'il y a 2 millions de Français qui sont au chômage. 5 millions. 5 millions. Je crois que c'était 2 millions. 5 millions, parce qu'il y a là un réservoir suffisant pour compenser les défauts d'emploi. En l'occurrence, il faut faire les choses simplement, il faut augmenter les salaires de telle manière qu'ils deviennent attractifs et attirent de la masse des chômeurs les gens qui sont susceptibles de changer de métier éventuellement et en tous les cas de vouloir travailler. Alors d'aucuns disent qu'il faut en même temps agir sur l'assistanat, autrement dit rendre les salaires plus attractifs d'un côté et les prestations sociales qui s'inscrivent dans le cadre de l'assistance moins rémunératrice. Est-ce que vous croyez qu'on peut jouer sur les deux tableaux ? Oui, je pense qu'on avait d'ailleurs, je crois, proposé une solution qui comportait la suppression des impôts, justement, sur les sommes en question. Alors il apparaît que même quand on est frappé d'une obligation de quitter le territoire français, on bénéficie toujours de toutes les prestations sociales françaises. Oui, c'est aberrant. Tout ça est aberrant. Il est extravagant que l'on puisse servir des prestations à des gens qui ne sont pas sur le territoire
Et je crois que dans ce domaine-là, il ne faut pas transiger. Alors, depuis quelques semaines maintenant, depuis la rentrée parlementaire, tous les yeux sont braqués sur le comportement du Rassemblement national à l'Assemblée. Le 49.3 à répétition est utilisé par le gouvernement sur les textes budgétaires, sur les textes sociaux, et régulièrement maintenant, le Rassemblement national vote les motions de censure déposées par la gauche, ce qui n'est pas vrai en sens inverse. Et au passage, le gouvernement bénéficie de la neutralité des Républicains. Un grand hebdomadaire, pour cette semaine, Le Point pour ne pas le citer, essaye d'établir une espèce de connivence entre Mélenchon d'un côté, Marine Le Pen de l'autre. Est-ce que vous croyez que les choses sont organisées à ce point-là, ce qui a l'air d'être le point de vue de ce journal, une sorte d'entente plus ou moins tacite pour se coordonner s'agissant du vote des censures, ou bien c'est une tactique parlementaire classique? Non, je crois que je n'ai aucune information particulière sur le sujet, mais je pense que c'est aberrant. Et qu'en l'occurrence, s'il est tout à fait naturel qu'on vote une motion de censure, quels que soient ceux qui l'ont déposée, n'est-ce pas? Il s'agit de renverser le gouvernement, en fait, c'est de ça qu'il s'agit, et qu'il y a là la complicité d'un certain nombre de députés qui ne sont plus rien, qui ne se réfèrent à aucune doctrine ni à aucune théorie politique quelconque. Ils sont simplement assis sur leur banc et ils vendent en quelque sorte leur neutralité. Il semble que vous définissiez le rôle des Républicains aujourd'hui. Ils sont en 70, 80 parlementaires. C'est leur neutralité justement qui permet au gouvernement de survivre. Oui. S'ils exprimaient véritablement le fond de leur pensée, alors évidemment, ils préparent un congrès au mois de décembre, il y a une bataille interne pour savoir qui sera le président des Républicains. Ça n'est pas forcément la situation où on prend le plus de risques. Est-ce que vous pensez, s'il y avait une dissolution, que les Républicains peuvent survivre dans cette attitude? Je pense qu'ils seraient les grandes victimes de la dissolution et que, au contraire, c'est le Front National, enfin le Rassemblement National, qui en serait le grand bénéficiaire. Je crois que les sondages donnaient 100 députés de plus. C'est certain que ça change pas mal de choses dans la vie politique future. Et je crois que c'est le souhait que l'on doit exprimer. Mais qui le savent? Ce week-end, vous avez dû observer ce qui se passait dans les Deux-Sèvres autour de ces fameuses bassines, ou de cette fameuse bassine, de ce chantier, cette retenue d'eau en prévision de la sécheresse prochaine, de l'été prochain, avec une manifestation interdite mais devenue extrêmement violente, peut-être la nouvelle constitution d'une zone à défendre, ça n'est pas encore certain, mais surtout une attitude vis-à-vis des forces de l'ordre extrêmement violente avec la participation de parlementaires écologistes. Qu'est-ce que vous avez pensé en regardant ces images? Écoutez, je suis très étonné que l'on veuille construire des lacs artificiels qui sont d'une dimension d'ailleurs ridicule, à la limite, si on la compare à celle de notre réserve générale en eau. Certes, le problème de la sécheresse peut se poser de façon assez sérieuse et peut-être même dramatique, mais ça n'est pas la construction de quelques réservoirs plus ou moins grands qui résoudra le problème. Le problème peut venir de, je sais pas, de recherches souterraines, profondes, mais en tous les cas certainement pas de la création de bacs plus ou moins grands et dont le contrôle sera d'ailleurs aléatoire, puisqu'on ne sait pas s'il sera seulement alimenté par les pluies ou par les courants, mais il serait peut-être même alimenté par des apports extérieurs d'eau, de conduite d'eau, ce qui paraît tout à fait aberrant. Autrement dit, vous penchez plutôt dans le sens de la contestation de ces équipements. Oui, bien sûr, tout à fait. Et je pense que si notre civilisation doit faire face à ce défi que constitue la sécheresse, eh bien, elle doit s'y préparer en réduisant les dépenses et les gaspillages inutiles. La solution n'est pas dans la construction d'équipements nouveaux, mais dans la gestion intelligente des ressources qui sont les nôtres. Sur les troubles qui se sont produits, alors indépendamment du sujet lui-même, il semblerait que, sans prendre très violemment, car il y a eu un très grand nombre de blessés parmi les forces de l'ordre, très peu vis-à-vis des manifestants d'ailleurs, qui semble qu'il y ait eu une forte retenue de la part des forces de l'ordre,
mais 20 blessés extrêmement graves, des mâchoires fracassées à coups de boules de pétanque et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer les sanctions quand on s'en prend à un policier ou un gendarme, quelle que soit la situation? Écoutez, il faudrait déjà appliquer la loi, et diminuer les délais peut-être de recours, qui sont souvent aberrants et multiples. Alors je pense qu'il faut que l'État joue son rôle, c'est-à-dire qu'il gouverne, et non pas se laisse aller à des mesures de faiblesse et de compromis. Il faut vraiment, dans une situation comme celle-là, rétablir l'ordre. Il est intolérable que les forces de l'ordre soient impunément l'objet d'agressions diverses et qui ont tendance, bien sûr, tout naturellement à se multiplier. Vous seriez favorable à des peines planchées lorsque, dans cette situation-là, on agresse de manière violente un membre des forces de l'ordre? Si on en est rendu à ce point de décadence de la justice, oui, si c'est nécessaire. Ce week-end, un événement particulier pour le Rassemblement national, qui est la suite du Front national que vous avez fondé et dirigé pendant 40 ans, avec l'élection d'une nouvelle équipe. Pour la première fois, tous les journaux disent ça, ce ne sera pas un membre de la famille Le Pen qui dirigera le Front national, le Rassemblement national. Ça vous fait quel effet? On ne peut que le regretter sur le plan personnel. C'est une petite vanité propre, mais dont on peut se passer, à la limite. Non, ce qui est important, c'est que le président du Front national, enfin du Rassemblement national, soit quelqu'un de patriote, d'intelligent, de courageux, et capable de résister à toutes les pressions qu'il ne manquera pas de subir. Je ne veux pas intervenir dans l'élection proprement dite. D'ailleurs, je ne connais pas encore, on ne connaît pas encore tous les candidats. Ah si, il y en a 2. Mais il n'y en aura que 2. Ah oui, c'est terminé. C'est terminé. Et d'ailleurs, au moment de la diffusion de ce blog, le vote sera terminé, puisqu'il se termine dans la soirée, ce jeudi. Donc vous pouvez, à la limite, sans interférer. On a cru comprendre tout de même que dans le choix qui s'offre, vous aviez une préférence pour le candidat le plus jeune, celui qui apparaît le plus dynamique, avec le plus d'avenir. Je pense que, quels que soient les mérites des uns ou des autres, il faut choisir le candidat de l'avenir, c'est-à-dire celui qui a la force physique, morale, intellectuelle, pour résister aux difficultés qui vont certainement être les siennes dans les mois et les années qui viennent. Alors voilà, je pense plutôt, je suis pour la jeunesse, ce qui est bien normal, somme toute. Ça équilibre avec mon âge. Oh, et puis il s'agit évidemment de Jordan Bardella, il a à peu près l'âge que vous aviez quand vous avez été élu pour la première fois député. C'est vrai. Et vous vous êtes imposé au sein du groupe parlementaire qui vous avait C'est un âge recruté. magique, par conséquent, 26-27 ans, a priori, voilà. C'est Bardella qui devrait en bénéficier, sans que ceci n'implique en aucune manière le désaveu de son adversaire. Qui, de toute manière, si on était dans cette configuration, deviendra premier vice-président du Rassemblement national. Sans problème. Du reste, il semblerait que la campagne se soit passée plutôt bien, qu'il n'y a pas eu de déchirure, ni d'hostilité trop affichée. Donc, oui, il ne faut pas que cette neutralité soit non plus une neutralité générale. Il faut que, au contraire, ce soit le signe d'un dynamisme nouveau, libéré par le fait que le choix est fait, il faut y aller maintenant. Alors, vous avez reçu un livre aujourd'hui consacré à Vladimir Poutine. Poutine, maître du jeu, aux éditions Max Milo. Il s'agit d'un auteur, Jacques Beau, qui a été un spécialiste des questions liées à l'Union soviétique puis à la Russie pour les services de la Suisse. Et qui a... Alors, ce livre vous a été recommandé par un de vos amis. Eh bien, je le lirai. Et on en parlera une prochaine fois. Et on en parlera la prochaine fois, parce que le sujet est évidemment d'importance. Merci Jean-Marie Le Pen. À la semaine prochaine. À bientôt.